Le mental, c'est ce qu'on ne voit pas, mais c'est souvent ce qui fait toute la différence. Derrière chaque performance, chaque défi, chaque moment de doute, il y a une part invisible, la préparation de l'esprit. Mon invitée du jour, Virginie Balz, connaît ce terrain par cœur. Ancienne sportive, aujourd'hui préparatrice mentale et sophrologue, elle accompagne celles et ceux qui veulent retrouver confiance, gérer leur stress et révéler leur plein potentiel, que ce soit dans le sport ou dans la vie quotidienne. Bonjour à toutes et à tous, je suis Lagib, vous êtes sur Radio Axe Sud dans La Passe D, l'émission où je fais la passe décisive à des acteurs du sport et de la santé. Aujourd'hui, ma passe est pour Virginie. Bonjour Virginie, merci d'être là. Bonjour. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs ? Alors, du coup, je suis Virginie Balz, j'ai 47 ans, 2 enfants, je suis actuellement manipulatrice radio à l'Oncopole, également sophrologue et préparatrice mentale. Donc mon parcours, j'ai eu plusieurs vies, je suis une ancienne nageuse de haut niveau, j'ai nagé au Dauphin du Touek pendant près de 15 ans. J'étais dans une classe de sportifs de haut niveau tout le lycée. J'ai été par exemple finaliste aux 200 mètres d'eau, finaliste au championnat de France sur 200 mètres d'eau. Voilà, j'ai ensuite commencé des études pour être manipulatrice radio. Je suis devenue manipulatrice radio à l'hôpital Joseph Ducoin dans un premier temps. Donc là-bas, j'ai vu, grâce au service de soins palliatifs notamment, des gens qui souffraient, des gens qui avaient des douleurs, et ça m'a toujours percutée. Je supportais pas de voir les gens souffrir. Du coup, je me suis dit que j'avais envie de me former déjà pour les aider, les accompagner, les patients, pour qu'ils n'aient plus mal, ou en tout cas pour qu'ils essayent d'être ailleurs au moment des actes douloureux. Et j'ai commencé donc par l'hypnose conversationnelle, qui est un type d'hypnose qui permet de faire des choses très rapides au moment où on fait des piqûres, au moment où on fait des actes qui sont anxiogènes. C'est pour relaxer la personne. Voilà, c'est ça. Donc ça permet de relaxer la personne, de l'envoyer vers un endroit où elle se sent bien, ou alors avec des gens avec lesquels elle se sent bien. Souvent, on l'associe avec le gaz qui s'appelle le méopa, qui est un gaz qui permet de se détendre aussi. Les deux associés, ça permet de bien se détendre. J'avais remarqué que la voix, en fait, l'intonation de la voix permettait déjà de calmer les gens. Et en fait, j'ai été chercher des outils qui m'ont permis de les aider encore plus grâce à ça. Donc, en premier, l'hypnose conversationnelle. Et après, quand on commence à toucher à ce genre de pratique, on a envie de s'améliorer. Du coup, je suis allée chercher dans la sophrologie. Je me suis formée à la sophrologie. Dans la sophrologie, il y a une spécialité qui s'appelle la préparation mentale. Et ça m'a rappelé forcément mon passé de sportive, et je me suis ensuite formée à la préparation mentale auprès de Christian Ramos, qui est un des grands acteurs de la préparation mentale, un des pionniers, qui a été longtemps et qui est encore le préparateur mental du centre de formation de Castres notamment, et de tout un tas de sportifs. Castres en rugby, je suppose. Oui, rugby. Donc c'est un parcours vraiment riche, Oui. Sportif de haut niveau, manipulatrice radio, sophrologue. Qu'est-ce qui vous a guidé vers le domaine de la santé et du bien-être au prime abord ? Je pense que c'est l'envie de prendre soin des gens. Vous avez toujours eu ce truc-là en vous ? Oui. Je souhaitais vraiment aider les gens du mieux que je pouvais. C'est pour ça que je suis allée vers le soin. Le fait d'avoir pratiqué la natation au Dauphin du Touek, est-ce que vous pouvez nous en dire plus par rapport à ça ? Comment vous êtes arrivé là-bas ? Combien de temps vous y êtes resté ? Comment ça s'est passé ? Qu'est-ce que vous avez retiré de ce passage en tant que sportif de haut niveau, nageuse de haut niveau dans votre cas ? Alors la natation, j'ai commencé à 5 ans, donc toute petite, et je suis arrivée au Dauphin du Touek, je devais avoir 11 ans à peu près. J'avais des capacités, je trouvais que mon corps était bien dans l'eau, c'est un élément dans lequel je me sentais bien. J'ai donc commencé à nager au Dauphin du Touek. Assez rapidement, je nageais jusqu'à 6 fois par semaine, et au lycée, je suis rentrée dans la section sportive de haut niveau qui se trouve au lycée Bellevue, et là je commençais à nager 4 heures par jour, avec une séance de musculation ou une séance de footing. On n'avait pas tous ces accompagnements que les sportifs ont maintenant. C'est-à-dire, par exemple, maintenant, ils ont accès à un nutritionniste, à des préparateurs physiques, à des préparateurs mentaux même, s'ils le souhaitent. C'était assez finalement artisanal à l'époque. Vous aviez pas tout ça, vous aviez un coach quand même qui vous préparait les trucs. On avait un coach, mais qui faisait un peu tout. Donc, oui, donc pas forcément spécialisé dans un domaine, voilà. et je suppose qu'il n'avait pas les connaissances potentiellement qu'on a aujourd'hui. Oui, c'est ça.
Voilà, et après, petit à petit, on progresse. Et donc, j'ai fini, comme je vous disais tout à l'heure, finaliste au championnat de France sur 200 mètres d'eau. Et ensuite, justement, il y avait aussi peut-être pas cet accompagnement entre le fait de pouvoir faire ses études et continuer à nager à haut niveau. C'était peut-être plus compliqué à l'époque aussi. Les temps n'étaient pas forcément aménagés. Pour études, tout ça, Oui, ça existait déjà? après le lycée, c'était plus compliqué de Ah, c'est trouver après le lycée. Oui. Au lycée, j'étais dans une section sportive de haut niveau qui était aménagée pour... Oui, donc le lycée, ça se passait, oui. c'était comme on peut connaître aujourd'hui avec les lycées sport-études. Oui, c'est ça. Il fallait être vraiment, par exemple, en équipe de France ou des choses comme ça pour avoir accès à une section aménagée. C'était Donc, vraiment réservé à l'élite, on peut dire. oui, Quoi. voilà, c'est ça. Donc, du coup, j'ai dû arrêter de nager. En tout cas, à haut niveau. Et donc après le lycée, quelles études vous avez suivies, vu que vous êtes maintenant manipulatrice radio, vous avez suivi quoi comme parcours derrière? C'est une école de manipulateur radio qui se fait en 3 ans. Après cela, comme vous le disiez, donc c'est en voulant rassurer, détendre les patients que vous avez découvert en tout cas l'hypnose conversationnelle, qui vous a permis après d'évoluer vers la sophrologie et tout ce qui était domaine préparation mentale. Pensez-vous que c'est le fait de pas justement avoir pu bénéficier de cela quand vous étiez plus jeune, quand vous étiez du coup athlète, qui vous a poussé vers ce domaine? Je dirais que oui. Je pense que de plus en plus de sportifs abordent ce thème-là. Et que peut-être à l'époque c'était un peu tabou de dire qu'on allait voir un psy, de dire qu'on allait voir un préparateur mental pour nous aider. Et le fait que maintenant ça soit démocratisé par de grands athlètes comme Teddy Riner, Léon Marchand, qui en parlent assez facilement, je me suis dit oui, effectivement moi à l'époque on n'abordait pas du tout ce thème-là. On pouvait avoir des maux de ventre, se sentir crispé avant une course. On n'avait personne sur qui se reposer. Et je me suis dit c'est une aide et ça peut aider des sportifs. Avant de parler de la sophrologie, je voulais savoir, est-ce que il y a un événement ou une personne particulière, parce que vous disiez que vous n'aimiez pas voir souffrir les gens, et que c'est comme ça que vous avez appris l'hypnose, etc. Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a provoqué un déclic chez vous? Certainement, j'ai assisté à un acte qui était une biopsie où une personne a vraiment hurlé de douleur en fait, de voir, en tout cas que le médecin n'y était pas sensible ou que on n'avait pas mis en place les outils pour pouvoir aider cette personne avant de réaliser cet acte. Pour moi, c'était pas normal. Ça fait partie des choses dans la charte du patient, par exemple, dans les hôpitaux. La douleur, c'est quelque chose qui doit être abordé, être pris en compte. J'ai voulu à tout prix me former à ça pour aider les patients. J'ai été aussi en contact avec des infirmières vraiment extraordinaires qui travaillaient aux soins palliatifs de l'hôpital Joseph Ducoing et qui m'ont sensibilisée à ça et qui m'ont dit que c'était possible de faire des choses pour les gens, et c'est pour ça que je me suis formée à l'hypnose conversationnelle. Et donc de l'hypnose conversationnelle, vous avez découvert la sophrologie. Pour celles et ceux qui connaissent pas forcément bien ce que c'est, moi le premier, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est concrètement la sophrologie? Alors la sophrologie, c'est une méthode de thérapie brève. On pourrait dire qui est psychocorporelle parce que on vient activer le corps et aussi l'esprit. C'est une méthode qui a été donc inventée par Caicedo dans les années 60. Il a été pioché dans plusieurs techniques de soins comme l'hypnose. Il a été chercher des choses dans le yoga, psychologie, voilà. Il est allé faire un petit mix de tout ça pour créer la sophrologie. Donc, dans la sophrologie, on a plusieurs axes, c'est-à-dire l'amélioration du quotidien. Donc, l'amélioration du quotidien, c'est venir aider les gens sur le manque de sommeil, la confiance en soi, la gestion du stress. En collectif, par exemple dans une entreprise, quand on intervient, on va plutôt travailler sur l'esprit d'équipe, tout ce qui peut améliorer le bien-être au quotidien, des petites choses qu'on vient chercher qui se basent sur de la respiration, des étirements, de la visualisation positive aussi. Tout ce qu'il y a dans une séance, voilà, ça va être ça. Le deuxième point, c'est accompagner les personnes qui sont dans un traitement médical ou qui ont des phobies. Donc ça, par contre, ça va venir en parallèle d'un suivi médical ou d'un suivi psychologique. On ne va pas intervenir seul sur la phobie de quelqu'un ou sur l'addiction de quelqu'un. C'est vraiment en parallèle avec un accompagnement médical.
Et la dernière chose, c'est la préparation mentale. Et la préparation mentale, en fait, c'est la préparation mentale d'un événement particulier. Ça peut être, pour un chanteur, aller sur scène, tel jour, à telle heure, préparer le permis pour une personne qui prépare le permis. Là, actuellement, j'ai une jeune femme qui a un examen à passer, donc elle m'a dit, c'est le 2 décembre à telle heure. Là, on est sur un événement précis, avec une date précise, et là, on va venir vraiment se préparer mentalement à cet événement. Tout le monde peut venir vous voir, n'importe qui ressent un stress, qui pense qu'il ou elle n'est pas prêt mentalement, que ce soit un examen, un accouchement, un truc Exactement. stressant, peut venir vous voir. Donc. Oui. Vous m'avez parlé de thérapie brève, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, une personne vient me voir à la première séance et à partir de ce qu'elle va me raconter, je vais construire un protocole et lui dire pour moi, là, vous avez besoin de 6 séances, 7 séances. C'est différent de la psychothérapie où tant qu'on a des choses à traiter ou à améliorer, on va en séance voir son psychologue. Là, moi, normalement, je suis capable de déterminer un temps bien précis de thérapie. On pourrait le faire un kiné, par exemple. Oui. Alors bien sûr, si la personne, elle avance vite, je peux réduire mon nombre de séances. Et par contre, si la personne, elle arrive un jour, elle a eu un événement qui est venu empirer ce qu'elle est venue traiter à la base, là, on va augmenter, on va rajouter 1 ou 2 séances. Mais normalement, ça ne doit pas durer des mois et des mois. Voilà, c'est ça la sophrologie. Enfin, c'est ça une thérapie brève. Merci pour l'explication, parce que je ne connaissais pas ce terme, pour être tout à fait honnête avec vous. Préparation mentale et sophrologie, les disciplines sont donc associées. Comment elles se complètent dans votre approche de la préparation mentale? Comment la sophrologie aide à préparer mentalement une personne? Je m'appuie sur des exercices de sophrologie en préparation mentale. Je vais venir utiliser beaucoup la respiration abdominale, par exemple. C'est vraiment la base au niveau de la gestion du stress. C'est pour se relaxer, pour faire descendre le rythme cardiaque. Souvent, les sportifs viennent et me disent « j'ai une boule au ventre » avant de me lancer. Donc la respiration abdominale, c'est vraiment la base qui va permettre de venir se détendre au niveau du ventre. Ensuite, la visualisation positive, c'est quelque chose de se projeter vers le futur, vers sa future compétition, vers son futur événement, de manière positive, en se voyant réussir. C'est quelque chose qui est commun aussi à la préparation mentale et à la sophrologie. Ensuite, on utilise des exercices qui permettent de se mettre dans une bulle, de s'isoler des autres concurrents, par exemple, ou de se mettre dans des conditions où on n'est plus impacté par ce qui se passe autour. Donc ça, c'est des petits exercices qui sont vraiment communs à la préparation mentale et à la sophrologie. Donc ces petits exercices, vous apprenez aux personnes à les faire durant vos séances. Oui. Et par exemple, avant la compétition ou avant l'examen, ils peuvent se le refaire, se remettre dans la bulle, refaire de la respiration pour faire redescendre le stress au moment clé, quoi. Oui, c'est ça. La sophrologie, le mieux c'est de la pratiquer au quotidien, en fait, pour progresser, pour s'améliorer. Et c'est ce qu'on demande à nos patients, c'est qu'ils essayent en tout cas de le faire au quotidien. Et après, pour les sportifs, ce que je fais, c'est que je leur donne un maximum d'outils. Et comme dans une boîte à outils, ils viennent chercher ce qui les aide le mieux et ce qu'ils vont pouvoir appliquer effectivement au quotidien ou avant une compétition. En parlant de sportifs, vous avez été donc athlète. Est-ce que ça vous aide d'avoir connu ce monde-là de la compétition à aborder la chose avec les sportifs et sportifs de plus ou moins haut niveau? Vous arrivez peut-être à changer votre approche vis-à-vis d'eux, vu que vous savez à peu près ce qu'ils ressentent, enfin ce qu'ils ou elles ressentent. Oui, parce que je reçois des sportifs qui font des sports que je ne connais pas. Actuellement, je suis une patineuse artistique, c'est quelque chose que je n'ai jamais pratiqué moi-même. Mais je sais l'impact que le sport de haut niveau ou le sport tout court a sur une personne, sur un athlète. Le stress d'avant en compétition, l'implication qu'il faut au quotidien à chaque entraînement. Donc tout ça, oui, c'est quelque chose qui facilite mon approche avec les sportifs. Quelles sont les difficultés, les freins que vous rencontrez le plus souvent chez les sportifs et les sportives? Le stress, la peur de l'échec, la pression qu'ils ressentent? Oui, c'est ça. Beaucoup la gestion du stress. Il y a une question de légitimité aussi. Ils viennent chercher de la confiance, beaucoup, en se comparant aux autres. Pour les sports individuels, beaucoup, en comparaison avec les autres. Dans les sports notés, comme justement le patinage artistique, c'est se détacher de la notation des juges, qui est quand même assez particulière. Et dans les sports co, on vient chercher son rôle individuel au sein de l'équipe. On fait de la détection de leaders, des choses comme ça. Donc voilà, c'est tout un tas d'outils. Pour les sportifs, en tout cas, ça leur permet de régler leurs problèmes quand ils viennent me voir. Oui.
La détection de leader, la place de légitimité, c'est par Mm. exemple comme ça que vous avez travaillé avec le Stade Toulousain Footy Club, c'est bien ça? Oui, exactement. L'entraîneur est venu me chercher pour aborder la question de culture de préparation mentale. Parce que c'est un sport qui est très amateur. C'est un sport où les joueurs ils vont de manière très amateur. Ils recherchent du plaisir avant tout. Mais en même temps, l'entraîneur qui est venu me chercher a identifié des leaders au sein de son équipe. Il m'a demandé aussi d'intervenir auprès des leaders pour qu'ils se sentent légitimes d'intervenir, par exemple dans les mi-temps ou à l'entraînement, et que ils se sentent, oui, légitimes de donner leur avis sur la tactique, des leaders de motivation aussi, donc de venir motiver les autres joueurs. C'est quelque chose qui, au niveau de l'esprit d'équipe et tout ça, est très important. J'ai pas précisé, mais footy c'est pour football australien, si jamais les gens ne connaissent pas. Avec ce groupe, vous êtes intervenu donc avec des leaders individuellement. Est-ce que vous, Oui. vous faites des interventions collectives aussi? Oui, Stéphane Gauthier, l'entraîneur, est venu me chercher pour, par exemple, il avait besoin que ses nouveaux joueurs apprennent un geste technique bien particulier qui était la passe au pied, donc ils appellent ça le kick. Donc je suis intervenue pendant l'entraînement, ça s'appelle la préparation mentale intégrée à l'entraînement. Donc il a demandé à ses joueurs de s'échanger, de faire des passes au pied. Toutes les 2-3 minutes, hop, on faisait une pause, je les réunissais tous ensemble, on faisait une visualisation mentale de ce qu'ils venaient de faire, comment ils pouvaient s'améliorer. Et après, on voyait comment ça évoluait, s'ils arrivaient à s'améliorer entre chaque intervention. On a l'impression que la parole se libère enfin autour de la santé mentale dans le sport, que ce soit en termes de préparation mentale ou même plus largement de psychologie. Est-ce que de votre côté, vous constatez un vrai changement dans la manière dont les sportifs et sportives, voire même les entraîneurs et tout ce qui est staff, abordent cette dimension? Oui, bah déjà, les grands sportifs, comme je disais tout à l'heure, n'hésitent pas à aborder ce thème-là dans leurs interviews. On parle de burn-out sportif, on parle facilement de préparation mentale. Et je dirais que les entraîneurs, ils sont aussi de plus en plus sensibles et se forment eux-mêmes aussi à la préparation mentale, puisque nous, on n'est pas toujours sur le terrain, donc du coup, ils doivent intervenir de temps en temps auprès de leurs sportifs. Après, c'est encore compliqué de rentrer dans une structure. Parfois, les clubs ne voient pas l'intérêt d'avoir un préparateur mental dans la structure et préfèrent que ce soit une démarche individuelle du sportif pour venir nous voir. Cette libération de la parole autour de ce sujet, c'est d'ailleurs visible dans toute la société, hein, Oui. pas que dans l'aspect sportif. Alors, quels petits conseils vous pourriez donner à celles et ceux qui voudraient retrouver un peu de calme et de bien-être, de sérénité dans leur quotidien? Alors, il y a des exercices qui sont tout simples. Je dirais que le premier que je donne à mes sportifs ou d'ailleurs à tous mes patients quasiment, c'est la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est un exercice de respiration qu'on peut trouver sur n'importe quelle plateforme comme YouTube ou alors sur quelques applications aussi. Donc vous allez inspirer pendant 5 secondes en gonflant le ventre. Toujours important de se servir de sa respiration abdominale. On respire par le nez pendant 5 secondes et on expire par la bouche pendant 5 secondes. Et ça, on le fait pendant 5 minutes. Cet exercice, il faut le pratiquer 2 fois par jour. Ça permet de réguler son rythme cardiaque et ça a plein de bénéfices, notamment chez les personnes hypertendues. Ça réduit les problèmes de tachycardie. D'ailleurs, avant d'arriver ici, j'étais un peu stressée. Je me suis fait 5 minutes dans la voiture. Voilà, ça permet vraiment de se poser, de retomber tranquillement dans un rythme cardiaque calme. Voilà, ça c'est mon premier exercice que je conseille à mes patients. Et après, en préparation mentale et même dans la vie de tous les jours aussi, il y a un exercice tout simple qui s'appelle l'IRTER. Donc c'est inspiration, rétention, tension, expiration et repos. C'est un exercice donc pour lequel vous allez prendre une grande respiration, vous bloquez, vous contractez tout votre corps et après vous soufflez tranquillement, vous relâchez. Cet exercice, il peut être fait de 2 manières. Si on en a besoin pour se relâcher, on va insister sur l'expiration en la maintenant bien longue. Et si on en a besoin pour se dynamiser, on va inspirer bien fort, contracter très fort et on va relâcher son corps en soufflant très fort. Voilà, ça c'est 2 exercices qui sont vraiment tout simples et qui permettent d'obtenir un relâchement assez rapide. Et que tout le monde peut faire n'importe quand. Et à l'inverse, quelles erreurs vous voyez souvent chez les gens qui veulent gérer leur stress mais qui s'y prennent pas forcément de la bonne façon?
Déjà, l'erreur, c'est de penser qu'il ne faut pas être stressé. Être stressé, ça veut dire qu'on est impliqué, qu'on est motivé pour ce qui va arriver. C'est-à-dire que si on n'avait pas un minimum de stress, ça voudrait dire qu'on est dilettante, qu'on s'en fiche. Voilà, c'est ça. Et donc, accepter déjà que ça, c'est OK. Que le stress, ça fait partie de la vie d'un sportif, de la vie d'un chanteur, de la vie d'un étudiant qui va passer un examen. Ça veut dire qu'on a envie, en tout cas, d'y arriver. Donc, lutter à tout prix contre le stress, se dire « Ah là là, je stresse, c'est pas bon, il faut pas que je stresse », ben déjà, ça fait partie des petites erreurs qu'on peut faire. Donc, accepter le stress et le régler. Et après, accepter qu'il est là, mais ne pas se laisser submerger et utiliser des outils comme... Qu'on venait de l'expliquer pour justement maîtriser ce stress, en fait. Exactement. Accepter et maîtriser le stress. Exactement. On doit accepter et maîtriser ses peurs ou ses émotions. Exactement. Est-ce que vous avez quelque chose à répondre aux personnes qui qualifient la sophrologie de pseudoscience ou de charlatanisme? Alors, je peux comprendre ces critiques parce que à un moment, peut-être que ça a dérivé vers des choses qui étaient un peu ésotériques ou des choses comme ça. Ma formation, en tout cas, elle a été... j'ai un diplôme qui est reconnu par l'État avec une validation RNCP, ça s'appelle. Donc, qui a été reconnu par l'État et qui est vraiment très structuré. On nous demande de garder une posture thérapeutique, de ne pas rentrer justement dans le côté spirituel, de rester vraiment terre à terre. Les nouvelles formations, en tout cas en sophrologie, n'ont plus ce côté un peu farfelu ou quoi. Et on va chercher vraiment dans des choses qui ramènent au corps, à une tranquillité d'esprit, à un bien-être. Il ne faut pas hésiter à aller voir un sophrologue dès qu'on en ressent le besoin pour en tout cas retrouver du bien-être et de la qualité de vie. Est-ce que vous avez un ou deux exemples de personnes, que ce soit des sportifs ou pas, que vous avez grandement aidé, qui vous ont marqué? Une des premières qui m'a justement poussée à devenir préparatrice mentale, c'était une nageuse du TOEIC que j'avais eue comme cobaye pour mon examen de sophrologie. Elle a eu cette volonté de continuer à travailler avec moi après que j'ai eu mon diplôme de sophrologie. Et grâce à elle, j'ai franchi le pas de me former vraiment à la préparation mentale des sportifs. Donc c'est une nageuse que je continue de suivre et qui est actuellement d'ailleurs au championnat de France en petit bassin qui ont lieu là en ce moment. Après, là, j'ai une jeune fille qui a 11 ans, qui fait du patinage artistique. Et elle m'a ramené ce côté enfantin, aller chercher des choses simples, pas partir dans des choses compliquées, revenir à des choses essentielles. C'est vrai qu'on va pas aborder la préparation mentale d'un enfant comme celle d'un adulte. Mais en même temps, elle est très impliquée et très motivée par ce qu'elle fait. Donc, j'ai pas négligé ça, mais ça m'a forcé à aller chercher des outils tout simples et à simplifier aussi ma façon de m'adresser à elle. Et oui, c'est vraiment hyper enrichissant. Après, j'ai un archer qui a 70 ans. Il fait les championnats de France de master. Voilà. Ah oui, à 70 ans. Ouais, donc voilà, c'est vraiment hyper riche, hyper varié. Non, c'est un plaisir au quotidien d'accompagner tous ces sportifs de haut niveau ou pas, des sportifs, quoi. Si jamais on aurait envie de prendre contact avec vous pour une ou plusieurs séances de sophrologie, ou si on a un examen, quelque chose à préparer, où c'est qu'on peut vous retrouver, où c'est qu'on peut vous contacter? Je suis sur Instagram et Facebook. Faut chercher à Virginie Bals préparation mentale ou alors Vire sans stress. Et après mes coordonnées sont aussi répertoriées sur Google. Vous avez un site internet? Oui. Pareil, Vire sans stress? Oui, c'est ça. Alors pour l'instant, comme mon activité elle est en complément de mon travail de manipulateur radio, pour l'instant je me déplace à domicile, je fais de la visio ou alors je reçois les gens chez moi. Merci beaucoup Virginie pour cet échange plaisir. qui était vraiment passionnant. Je suis sûr que ceux qui nous écoutent auront appris des choses. En tout cas, c'est le cas pour moi. C'était la Gib dans La Passe D sur Radio Axe Sud. Merci de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, un corps qui bouge, c'est un esprit qui respire. À bientôt. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de La Passe D. Si tu as apprécié la vidéo, pense à la liker, à la partager autour de toi et à t'abonner à la chaîne YouTube. Ça me soutiendrait énormément. On se donne rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle passe décisive.